Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques repères scientifiques importants pour pouvoir enseigner la natation à l'école. Tout d'abord, nous allons nous demander quels sont les problèmes rencontrés par les élèves apprentis nageurs. Ils vont déjà rencontrer des problèmes d'équilibre pour passer d'un équilibre vertical de terrien à un équilibre horizontal de nageur. Ils vont avoir des problèmes de propulsion pour passer d'une propulsion par les jambes sur terre à une propulsion essentiellement par les bras pour la natation. Ils vont être confrontés à des problèmes de prise d'information. Ils ne voient pas les mêmes choses ou ils ferment les yeux dans l'eau. Ils ne sentent pas les mêmes choses au niveau de leurs appuis et de leurs sensations corporelles. Et ils n'entendent pas les mêmes choses lorsqu'ils ont la tête immergée. Enfin, ils sont confrontés à des problèmes de respiration. Ils vont devoir réfléchir et forcer leur respiration et l'adapter à leur milieu suivant qu'ils sont la tête dans l'eau ou la tête hors de l'eau. Toutes ces composantes sont liées. Par exemple, en position horizontale, si je lève la tête pour prendre de l'information, je romps mon équilibre. Si j'arrête de faire mes mouvements de bras et de jambes, la propulsion n'est plus efficace. Et si je lève la tête, ma propulsion est de toute façon moins efficace. De la même manière, si je lève la tête pour respirer, je romps mon équilibre. Si je ne prends pas des informations, je ne sais pas à quel moment respirer. La propulsion et la respiration sont également très liées et leur coordination est l'une des difficultés majeures de l'apprenti nageur. Celui-ci va donc devoir découvrir certaines lois de la physique indispensables. Par exemple, le fait que l'axe du corps doit être le plus à plat possible et le corps doit être aligné avec la tête rentrée dans le prolongement du corps pour pouvoir garder son équilibre. De la même façon, il va découvrir qu'on regarde le moins possible hors de l'eau. Par contre, on va pouvoir prendre des repères au fond du bassin et en sentant le contact de l'eau sur ses appuis. Au niveau de la propulsion, l'apprenti nageur va se rendre compte qu'il ne faut pas arrêter ses mouvements, qu'il faut une continuité, que la surface de propulsion doit être la plus grande possible, qu'il y gagne à nager avec des grands mouvements amples plutôt que rapides, et que l'appui des mains doit être accéléré. Enfin, il va découvrir qu'il flotte mieux les poumons pleins et il descend mieux au fond les poumons vides, qu'il va expirer de manière forcée dans l'eau et inspirer très rapidement de manière brève hors de l'eau, et que cette respiration doit désorganiser le moins possible la nage. Il va donc découvrir ces lois physiques qui s'appliquent aux nageurs, même s'il ne met pas ces mots. Nous allons donc imaginer Sarah en équilibre horizontal dans un bassin. Elle est soumise bien sûr à la force d'attraction terrestre, comme sur Terre, mais va la compenser la poussée d'Archimède liée à la portance de l'eau. Vous pouvez voir que ces deux forces ne s'appliquent pas vraiment au même endroit. L'attraction terrestre s'applique au centre de gravité du corps, alors que la poussée d'Archimède s'exerce sur le centre géométrique du corps. Ce léger décalage implique un couple de redressement, qui fait que l'équilibre de flottaison est atteint lorsque le corps est à la verticale et que les deux forces s'opposent. Comme la densité du corps humain est souvent légèrement inférieure à 1, un corps humain non lesté flotte en général pour 90% des personnes en aspiration forcée. Mais tout le monde n'a pas la même flottabilité. Lors d'un test de flottaison verticale, certaines personnes ont de l'eau jusqu'aux cheveux, ils ont donc une mauvaise flottabilité. D'autres ont de l'eau au niveau du front, ils ont une moyenne flottabilité. Au niveau des yeux, ils ont une bonne flottabilité. Et au niveau de la bouche, comme Sarah, il s'agit d'une très bonne flottabilité. Les enfants ou les femmes ont souvent une meilleure flottabilité que les hommes. Cela dépend des masses musculaires, osseuses, graisseuses et des capacités inspiratoires de l'individu. Si maintenant, Sarah se met à nager, elle est toujours soumise aux forces de l'attraction terrestre et de la poussée d'Archimède. Mais comme elle avance, comme elle se déplace, elle va aussi être soumise à des forces de portance aérodynamique qui font que le déplacement aide à la portance. C'est le phénomène qu'on observe sous les ailes des avions, par exemple. Mais elle va également être soumise à des forces de résistance à l'avancement qui sont dues à la densité de l'eau. Si elle nage correctement, ces forces s'équilibrent. Si jamais le couple de redressement fait qu'elle bascule et qu'elle n'est plus réellement horizontale, les forces de résistance à l'avancement vont être beaucoup plus nombreuses, alors que les forces de portance hydrodynamique vont être moins efficaces. Ainsi, elle va perdre son aérodynamisme, avancer beaucoup moins vite et nager de manière peu efficace. Plus elle va avancer vite, plus la force de portance hydrodynamique va l'aider à se redresser. Ainsi, lorsqu'on nage, ce sont les jambes qui assurent l'équilibration du corps, alors que les bras en assurent la propulsion, ce qui est l'inverse de l'équilibre du terrien.